Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Après la cloche sur la pratique professionnelle en enseignement. Je suis Pascale Romano, mentor ressources au Centre de services scolaires Chemin du Roi. Et aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, celui de l'éducation préscolaire. Un monde que je trouve incroyable, qui m'appelle depuis toujours. Apprendre par le jeu, développer l'autonomie, stimuler la curiosité naturelle des enfants. L'éducation préscolaire a une approche vraiment différente qui jette les bases de la réussite scolaire. Et pour en discuter, je suis comme toujours accompagné de mon co-animateur François de Caroufel. Salut Pascal, très heureux de te retrouver aujourd'hui pour animer le balado. Pour faire suite à ce que tu disais, le préscolaire, c'est tout un univers. Et pourtant, plusieurs enseignants d'insertion professionnelle qui se retrouvent au préscolaire peuvent être déstabilisés. C'est pas tout à fait de l'enseignement tel qu'on l'entend au primaire. C'est pas la même chose, mais plutôt une forme d'éducation au sens large. Au préscolaire, on accompagne le développement global de l'enfant, au niveau social, affectif, langagier, moteur, cognitif. C'est une approche éducative centrée sur le développement de la personne. Puis, gérer une classe où tout passe par le jeu, ça demande une approche bien différente. Tout à fait, François. Et pour nous éclairer sur tout ça, on a la chance d'accueillir deux passionnés du préscolaire, Julie Mascotte, conseillère pédagogique au préscolaire, et Kim Lambert, qui enseigne à la maternelle 4 ans à l'école Sainte-Thérèse de Trois-Rivières. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Bonjour. Julie, veux-tu te présenter? Ben oui, premièrement, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de venir parler du préscolaire. En fait, moi, je suis enseignante depuis environ 20 ans, ce qui ne me rajeunit pas, bien évidemment. Mon expérience a été plutôt en maternelle et première année. Puis depuis le mois d'août dernier, j'ai la chance d'être la nouvelle conseillère pédagogique au préscolaire dans notre centre de service. Et tu as été mentor aussi, Julie. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça dans mon parcours. Mentorat avec nous l'année dernière. Ben oui. C'est l'année passée? L'année dernière. Okay. Je te l'avais dit, mais tu l'as oublié. Ah, sûrement. Possible. Oui, c'est ça. J'ai été enseignante mentor l'année dernière aussi, mais là, ça me fait vraiment plaisir d'accompagner les enseignantes seulement dans le domaine du préscolaire parce que c'est un monde que j'affectionne particulièrement. Merci. Kim, tu te présentes aussi? Bonjour tout le monde. Écoutez, moi, je suis au préscolaire depuis maintenant près de 10 ans à l'école Sainte-Thérèse. C'est vraiment un niveau que j'affectionne particulièrement. C'est pour ça que je suis là depuis 10 ans. Donc, voilà. Ah, merci. Et dites-moi, les filles, qu'est-ce qui vous a attiré vers le préscolaire? Je commence par Julie. Et là, ça serait dur de résumer ou de choisir quelques éléments parce qu'il y a tellement de choses qui m'attirent au préscolaire. Mais tu sais, en tout premier lieu, j'aurais tendance à dire que chaque personne a ses forces, a ses forces et ses défis. Puis moi, avec ma personnalité, c'était facile d'aller au préscolaire parce qu'au préscolaire, c'est le petit humain qui est au centre de tout. Puis moi, la relation humaine, c'est ça qui me nourrit au quotidien. Donc, c'est la première chose qui m'a vraiment attirée au préscolaire. J'avais tout l'espace là, pour déployer ça. Ensuite, il y a plein de petites et grandes choses qui m'ont attirée au préscolaire. Par exemple, la liberté que nous offre notre beau programme cycle. Exact. Donc, justement, de déployer toute cette belle relation humaine-là. J'ai pas d'attente d'apprentissage attendu, là, bien fixe, bien ciblé. Donc, j'ai tout l'espace pour moduler puis m'adapter là, à la dynamique de mon beau groupe. Puis ensuite, c'est sûr qu'avec les tout-petits, il y a la magie, la légèreté, la naïveté, leur belle naïveté, l'amour spontané aussi des tout-petits. Ah, tu rentres dans la classe et le thème. Ben oui, t'as c'est pas ça. de preuve à faire. Non, d'emblée. C'est ça. Faut que tu la gardes. Faut que tu le gardes, cet amour-là, là, quand même. Ça reste un enjeu. Mais tu sais, je dis souvent qu'enseigner au préscolaire, c'est comme être une rockstar. Tu sais, on se promène dans les couloirs, dans la cour d'école, puis c'est des tonnes de câlins, de bisous soufflés, de « Madame Julie » avec des étoiles dans les
les yeux. Tu sais, c'est C'est quand beaucoup même... d'amour. C'est beaucoup d'amour C'est là, au quotidien. C'est merveilleux. Mais tu as raison, Julie, on est des vedettes pour eux. Mm. Puis c'est ça qui est le fun Ouais. au Presco. Moi aussi, c'est ça que j'aime, parce que c'est facile d'être avec nos petits amis. Tu sais, ils développent leur estime d'eux-mêmes. Puis comme tu as dit, on a un programme qui est large, puis ça nous permet de faire ce qu'on veut quand on veut avec eux. Puis s'il y a une journée où on veut moins faire quelque chose, on peut se le permettre. Oui. Tu sais, les enfants, ils vont pas s'en rendre compte, mais nous, on sait où est-ce qu'on s'en va quand même. Tu sais, c'est ça qui est beau au Presco. Absolument, je suis vraiment d'accord. Cette liberté-là, là, c'est Ouais. un gros, gros plus. Puis les étoiles dans les yeux, à tous les jours. C'est ça. Des enfants, mais de nous aussi, je pense. Je pense que oui, hein? T'as raison. Assurément. Dis-moi, Julie, dans une de tes formations, une information m'avait marqué. Tu avais mis l'accent sur le fait qu'on parle d'enseignement au primaire, mais qu'on parle d'éducation au préscolaire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'éducation préscolaire se distingue du primaire? Bien, en fait, comme on a parlé un peu tantôt, tu sais, c'est l'humain au centre de tout ça et non pas des apprentissages là, scolaires là, typiques comme on a l'habitude de voir au primaire ou au secondaire. Au préscolaire, on accompagne. Puis là, tu sais, je le mets en caractère gras. On accompagne le petit humain dans son développement global. On est beaucoup plus proche là, de la réalité. On le dit souvent, c'est aussi de la réalité des CPE que celle d'une salle de classe, du primaire. Même si on cohabite dans la même bâtisse, bien, dans notre approche puis dans notre philosophie, on est beaucoup plus près des CPE. Le préscolaire, bien, on le dit souvent, c'est un programme qui est développemental. Donc, c'est vraiment différent d'un programme disciplinaire comme on peut le voir, entre autres, au primaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est linéaire dans les apprentissages. Là. Tout est en boucle, en spirale, je dirais même en formation continue. Puis comme adulte, là, intervenant dans une classe du préscolaire, on est en perpétuelle adaptation. Ah oui, parce que des surprises, il y en a dans une classe de préscolaire. Hein? Je dirais à la seconde, bien souvent. Effectivement. Donc, c'est ça la posture qu'on doit adopter le plus. Là. Puis tout est dans tout, comme on dit aussi dans un programme là, du préscolaire. Là, les 5 domaines de développement là, de notre programme se développent vraiment en synergie, puis tout est interrelié. Puis en trame de fond, pour faire un parallèle avec le primaire, là, on parle des compétences transversales. Bien, nous, au préscolaire, en trame de fond, il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Pour ceux qui ne connaissent pas là, les fonctions exécutives, là, ben, c'est comme des mécanismes là, mentaux, là, des processus mentaux qui permettent la base, justement, de la scolarisation, entre autres, là, mais qui permet la base aussi de l'organisation dans la vie, là, en général. Donc, tu sais, on parle de l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité mentale, puis la planification. D'ailleurs, c'est un sujet, moi, qui me passionne vraiment beaucoup, les fonctions exécutives. J'invite justement les gens, si vous êtes intéressés, là, à aller fouiller à propos des fonctions exécutives, découvrir ce monde-là. On dirait que c'est découvrir la vie, autant pour nos élèves que pour notre petite famille qui nous entoure aussi. Là, c'est vraiment génial. Puis, en fait, pour terminer aussi, la porte d'entrée principale là, au préscolaire, c'est le jeu. Le jeu. Donc, déjà, on voit que c'est très différent du monde du primaire. Mais c'est l'apprentissage par le jeu. C'est-à-dire, on ne joue pas juste pour jouer. Là. Non, c'est pas le jeu du samedi matin dans ton sous-sol. Là. C'est pas la même chose. Il y a des intentions pédagogiques. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a des intentions. Quand on planifie quelque chose, ou peu importe, ou si les enfants sont en jeu libre, mais nous, on les observe, puis on connaît notre programme, on sait quoi observer. Puis l'autre chose, comme je racontais, on a eu une belle tempête de neige, mais au travers de cette tempête de neige-là, nous, comme adultes, on est déçus, mais les enfants, ils sont heureux. Donc, dehors, ils se pratiquent à travailler en équipe, ils se pratiquent à faire des boules de neige ensemble, ils discutent entre eux, ils résolvent des conflits. C'est ça, le Presco. On est toujours en observation. On est toujours en train de prendre des notes. On est toujours en train de se dire, OK, maintenant, ils sont en train de travailler ça. C'est merveilleux. Est-ce que moi, je peux les accompagner comme enseignante? Qu'est-ce que je peux faire pour pousser le processus plus loin avec ces enfants-là? Puis comme tu as dit, nos fonctions éducatives, elles sont très importantes au préscolaire. Oui, puis on les néglige souvent, alors qu'ils sont prédominantes. L'inhibition, là, ouais. on la travaille beaucoup. Même comme adulte, oui. Donc, ce que je remarque, c'est que vous avez une facilité, dans le fond, à vous adapter au moment, à la situation. Comme tu parlais de la tempête, il arrive une tempête, on s'adapte, on revire notre cours de bord, on s'adapte à ce qui se passe dans la journée. Exactement. Ce matin-là, moi, je n'avais pas prévu jouer dehors aussi longtemps, mais j'en profite parce que le moment, il est là.
Donc, je peux repousser à plus tard certaines choses et c'est correct. Puis tu le fais probablement parce que tu as l'expérience pour le faire. Tu sais, quand on est une jeune enseignante, puis je fais le parallèle parce que ça peut être très déstabilisant. Ceux qui ont leur brevet d'enseignement puis qui ont fait le bac préscolaire et primaire, on est formé pour les deux, mais souvent, on va faire plusieurs années ou plusieurs expériences au primaire avant de tomber au préscolaire. Ça peut être déstabilisant quand même. Au primaire, on a beaucoup ce qu'on a enseigné dans la tête, tandis que c'est comme l'inverse, là. Il faut s'occuper plus de l'humain, c'est plus spontané au préscolaire. Ça peut donner un peu le vertige pour un enseignant qui commence. Puis je vais vous raconter une anecdote personnelle, pardon. Quand j'ai commencé à enseigner, j'ai mon bac, je suis fière pète. Je commence à faire de la suppléance partout. Puis je fais de la suppléance beaucoup en 5-6 parce que mes stages m'avaient amené là, parce que j'étais confortable là. Et tout d'un coup, on m'appelle pour une suppléance au préscolaire. Je me dis, ben oui, avec toute ma volonté, avec grand plaisir. Et là, je mets les pieds dans la classe de préscolaire, puis la cloche vient juste de sonner. Et là, les enfants s'assoient, on commence à discuter, puis j'ai à peine le temps de leur dire bonjour qu'il y a un message à l'intercom. Et je comprends que c'est la semaine de la sécurité à l'école et qu'on a des 6e années qui ont écrit des textes puis qui les lisent à l'intercom pour enseigner aux enfants qu'il faut être prudent dans la vie pour plein d'affaires. Et là, ils disent à l'intercom à quel point c'est important de ne pas donner nos coordonnées personnelles à quelqu'un d'autre et de ne pas parler à des inconnus. Quand tout à coup, le message finit, puis je fais « Oh, les amis, il y avait des beaux grands mots là-dedans. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu? » Et là, j'en ai une qui lève sa main pleine de confiance et qui nous dit « Moi, Madame Pascal, j'ai retenu qu'il ne fallait jamais donner ses crottes de nez à un inconnu. » Et là, je pars à rire et je ris et tous les amis rient parce qu'il y a le mot crotte de nez qui vient d'être sorti et là, il y en a une qui fait pipi par terre à ce moment. Fait que là, j'ai compris en quelques secondes à quel point j'étais ailleurs. Là. Tu sais, il y avait mes bases que je pensais bien solides se sont tout à coup déstabilisées. Puis j'avais des petites fissures. Oui, j'avais des petites fissures. Bonne chance, une bonne gestion. Mais tu sais, c'est justement ça, le préscolaire, c'est que tout... Ben, je pense que dans des autres classes aussi, mais au préscolaire, ça a une petite coche au-dessus, on dirait bien. Oui. Là, tu sais, tout peut changer en une fraction de seconde. Tu sais, j'ai une autre anecdote à raconter que ça m'est pas arrivé personnellement, mais puis entre autres, ça me fait rire parce que tu as parlé de crotte de nez puis de pipi. Oui. Mais au préscolaire, c'est ça, c'est crotte de nez, pipi, ça. caca, tu sais. Pète. Bon. Pète, oui. Ah, Oui. pète. Ah, ça, c'est un incontournable, pète. Puis, en fait, ben c'est ça. Là, c'est une histoire de vomi que j'ai à raconter, en fait. Donc, c'est dans la même famille. C'est une enseignante qui commençait aussi. Elle remplace dans une classe de maternelle. Tout va bien, tu sais. Les choses, là, se déroulaient, là, vraiment très bien. Tout d'un coup, un enfant, sans avertir, vomit par terre. Bon, ça, c'est fréquent, mais évidemment, ça crée une cohue autour de l'enfant. Elle essaie tant bien que mal de retenir les enfants pour pas qu'ils s'approchent du dit vomi parce qu'il y en a qui sont attirés par cette belle flaque qui est apparue soudainement dans la classe. Pendant ce temps-là, il y en a un qui glisse dedans, tombe carrément le popotin en plein centre de cette belle flaque. Ça l'écarte tellement lui-même qu'il revomit par-dessus. Tu sais, bref, en une fraction de seconde, elle est passée d'un climat super calme, super stable, puis floc, la cohue et le chaos est là, est bien présent. Puis là, c'est OK, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Adapte-toi, c'est l'heure. Adapte-toi, exactement. Tu sais, fait que c'est ça, le presco, justement. Comme adulte, comme on a dit tantôt, comme adulte, on est en perpétuelle adaptation. Kim, est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes premiers contacts avec le préscolaire? J'ai fait mon stage 4 au Presco. Ça m'a donné la piqûre. Mais j'étais tellement bien accompagnée. Je pense que ça fait la différence aussi. Tout à fait. Puis moi, je savais... On dirait que je savais déjà que je voulais faire du préscolaire. J'ai attendu pour signer mon poste au Presco. Tu sais, comme tout le monde, c'est vrai que c'est déstabilisant arriver dans une classe de préscolaire, mais il faut se donner le temps. Je pense que c'est le temps qui arrange les choses aussi. On se crée beaucoup d'attentes. Il faut respirer. Mais il faut revenir en arrière aussi dans nos approches avec les élèves, voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Souvent, il y a plus de choses qui fonctionnent, mais il faut quand même se remettre en question souvent. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Je le dis pour les nouvelles enseignantes, là, c'est vraiment important d'aller demander des conseils au CP, à nos collègues, à notre direction. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir parce que le presco, c'est vraiment un monde. Puis des vomis, on va en avoir. On va être tout seul à le gérer. Il ne faut pas avoir peur de peser sur le bouton et de dire « Oh, j'ai besoin d'aide ».
Tu m'avais parlé aussi, Kim, quand on a fait la pré-entrevue, qu'il fallu un peu apprendre à mettre les chiffres, les lettres de côté. Oui. Quand on est enseignante au primaire, puis que c'est ça notre cheval de bataille, c'est de les faire apprendre à lire, à écrire chez les plus petits, du moins. Et puis, quand tu arrives au préscolaire, mais c'est plus grand-chose, là, cet apprentissage-là, là, finalement. Non, c'est de l'éveil. On Oui. éveille nos élèves. On les stimule du mieux qu'on peut. Puis, quand ils arrivent dans notre classe en début d'année, on les prend là où ils sont et on les amène le plus loin possible. Je travaille mes chiffres tous les jours. Je travaille les lettres dans les prénoms de mes élèves, mais j'ai pas d'attente à la fin de l'année. Si celui-là connaît tous ses chiffres sur son dé, les reconnaît, les dénombre, les compte, je suis heureuse. Mais moi, je suis au préscolaire 4 ans, donc les élèves, ils ont un cycle complet pour le faire. Et les attentes en fin de préscours, si les enfants ne savent pas, bien, c'est pas grave. On aura semé des graines. C'est ça l'objectif c'est ça. premier, effectivement, c'est de semer des graines, puis c'est avant tout de donner le goût de venir à l'école. Exactement. Donc, c'est ça l'objectif premier. Puis si on réussit à installer ça, bien là, en première année, deuxième année, ils risquent d'être pas mal plus prêts à apprendre vraiment là, de façon Plus plus disponible. pointue. Exact. J'en ai un, Coco, qui voulait pas, ça l'intéressait moins de venir à l'école, mais là, je vois que sa lunette, elle change. Je vois qu'il y a plus de plaisir. Donc, je me dis, mon objectif, il est en voie d'être atteint avec cet enfant-là. C'est ça que je travaille avec lui cette année. Là, je pense qu'on va parler un petit peu de gestion de classe au préscolaire. Une classe au préscolaire, là, c'est comme une ruche un petit peu. Hein? C'est comme des petites abeilles qui bourdonnent tout le temps. Ça travaille fort, par contre. Là. Puis là, j'aurais une question pour toi, Kim. En quoi la gestion de classe au présco, là, c'est différent de celle du primaire? Bien, c'est vraiment différent. On gère l'autonomie des élèves. En partant, ils ne sont pas autonomes. Donc, c'est du travail en soi d'amener les enfants dans la routine, d'amener les enfants à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Moi, j'aime avoir une routine. Ça permet aux enfants de savoir où se situer dans le temps. Puis ça permet d'avoir une meilleure gestion de classe, à mon avis, quand les enfants savent à quoi s'attendre. Ça, c'est un travail de longue haleine. Puis, il faut être constant dans nos interventions. Je pense que c'est la clé du succès. Encore aujourd'hui, des fois, je me dis « Oups, je l'ai peut-être échappé », mais c'est ça. C'est vraiment un travail de longue haleine. Notre constance, elle est importante. Notre rigueur. Il faut être bienveillant avec nos élèves aussi dans notre gestion de classe parce que ces enfants-là, des fois, sont un peu démunis, ne savent pas trop. Donc, la routine, elle est importante. Puis, comme adulte, des fois, dans notre gestion de classe, il faut aussi respirer parce que les élèves, c'est bruyant. Hein? On s'entend que nos jeux libres, c'est bruyant. On est tout le temps dans le bruit. Tu as dit que c'est comme une ruche? Exactement. Ça bourdonne tout le temps autour de nous. Il faut apprendre à se reculer des fois comme adulte puis dire « Oups, si, là, j'ai un petit conflit à régler, je vais respirer, je vais aller m'occuper de mon élève qui est en contre-volonté, qui ne veut pas m'écouter. » Il faut faire ça aussi comme adulte parce que, tu sais, on gère 15 petits amis, là. Il faut prendre soin de soi Oui, aussi pour être capable de prendre soin d'eux parce que c'est très demandant. Oui. Puis nos attentes doivent être nommées dès le début de l'année. Nos consignes doivent être claires dès le début de l'année. On martèle, on répète. C'est ça qu'il faut faire aussi au Presco. Puis c'est une solution qui est vraiment gagnante à long terme. Au moment présent, on ne le voit pas, là, mais maintenant, au mois d'avril, je peux constater une grosse différence avec mes élèves avec qui c'était plus difficile en début d'année. C'est tout ce cheminement-là qui est important. C'est le processus vers lequel on s'en va qui est important. Tellement, tellement. Puis, tu sais, nos résultats, c'est là qu'on les voit. Tu sais, tu parles, là, ils ont tellement changé depuis le mois de septembre. Puis là, je remarque une plus grande autonomie. C'est pas est-ce qu'ils connaissent ABCD, là. Non. Tu sais, c'est de voir à quel point cette autonomie-là, c'est grandement amélioré, là. Tu sais, puis là, après ça, ils vont aller aux 5 ans. Ah. Puis, tu sais, j'ai envie de dire aussi, on le dit souvent que on l'oublie peut-être, ou on le sait pas pour certains, mais le préscolaire, c'est pas obligatoire au Québec. Non, c'est vrai. Autant le 4 ans que le 5 ans. Donc, tout ce qu'ils viennent chercher au préscolaire, c'est un plus. Un méchant gros plus. Un là. méchant gros plus. La marge doit être très haute quand tu passes directement en première année sans passer par le Presco, mais quand même, tu sais, c'est ça la structure qu'on a autour de nous. Hein. Mais ce qui est bien, là, moi, je suis au 4 ans, puis c'est quand je vois mes élèves, l'année d'après, qui arrivent en maternelle 5 ans et qui font ça comme des champions. Ils arrivent, là, ils sont prêts. Je le vois, là, dans leur routine. Ils savent où aller. Ils connaissent le milieu. Ils savent comment prendre leur rang. Ah, c'est beau. Ça te remplit de fierté. On le voit dans Oui. tes yeux. Oui, Très beau. et ma collègue m'en parle aussi. Elle dit, en amont, tu fais un gros travail. C'est vraiment bénéfique.
Puis je suis tellement contente que tu dises ça, Kim, parce qu'il y a beaucoup d'enseignantes que j'accompagne, tu sais, qui me disent « Ouais, mais tu sais, Julie, j'ai l'impression que j'enseigne pas. » Parce qu'une enseignante ou un enseignant, là, je m'excuse, je parle au féminin. Là, Ouais, là. Excuse-moi, François. Mais on peut comprendre. Mais on s'entend que c'est majoritairement féminin. Ben, tu sais, on aime ça. En général, on a un type de personnalité qui aime ça quand c'est structuré, organisé, planifié. On aime le contrôle. On aime le contrôle. C'est dur de lâcher prise. Puis on veut des résultats visibles. Bon. Au préscolaire, c'est complètement une autre posture, c'est complètement autre chose. Donc, ça demande, on l'a dit, une grande adaptation, mais ça demande aussi un espèce de lâcher-prise. Puis j'ai vraiment aimé quand tu as parlé de respirer. Mm-hmm. Puis tout ça pour revenir à quand j'accompagne les enseignantes puis qui me disent « j'ai l'impression de ne pas enseigner », puis ils ont travaillé, tu sais, je travaille juste les routines, je travaille juste... Mais c'est ça, ton mandat, c'est ça, ton travail. Tu enseignes toute la journée. Tu sais, regarde tes routines. Oui, c'est ça, tu enseignes toute la journée. Les routines, l'autorégulation, les habiletés sociales. Beaucoup. C'est un défi. Hein? Ça, c'est un défi. C'est ça, exactement. Julie, je te relance. As-tu des stratégies concrètes en gestion de classe au Presco? Bien, en fait, moi, j'avais envie de dire que la gestion de classe, elle est, oui, différente, mais en même temps, pas différente du primaire, en ce sens où les stratégies de base, c'est commun à toutes les classes. Là. C'est le contexte dans lequel ça se déroule. On l'a dit, là, une classe de Presco, là, c'est un chaos un chaos contrôlé. Là, un chaos, c'est ça. Mais dans le sens où c'est une ruche. Je pense que j'aime mieux le mot ruche que le mot chaos. C'est continuellement en mouvement. Donc, le contexte dans lequel ça se déroule, bien, c'est là où c'est plus complexe. Mais les bases communes, comme tu as dit, Kim, la constance, la prévisibilité, tu sais, tout ça, ça reste que c'est présent particulièrement au Presco aussi, tu sais. Ce qui va faire la grosse différence, je pense, surtout au Presco, mais je pense que c'est comme ça aussi dans toutes les classes, mais nos petits sont plus sensibles à ça encore, c'est la posture de l'adulte. Oui. On doit être, puis tu en as parlé, Kim, on se doit d'être bienveillant, sécurisant. Ça, c'est d'une importance capitale. Il ne faut pas oublier, là, on fait face à des cocos de 4 ou 5 ans. Ils sont tout petits. Tu sais, il y a beaucoup d'enseignantes qui sont mamans, beaucoup d'enseignants qui sont papas. Il faut penser, là, si c'était mon enfant à moi, là, qui s'en vient dans cette classe-là, comment je voudrais qu'il soit accueilli. Puis des enfants, des filles, bien, ils ont autant droit d'être accueillis que n'importe quel autre enfant aussi dans cette sécurité-là puis cette bienveillance-là. Donc, c'est ça. T'sais, il nous arrive à l'état brut, puis nous, bien, notre rôle dans notre structure de classe, oui, c'est d'offrir cette constance-là, mais c'est de les accueillir plein d'amour et plein de bienveillance. Mais attention, la bienveillance, ça ne veut pas dire « je dis oui à tout, puis tout est permis ». Là. Au contraire, nos petits, là, ça les sécurise tellement, cette structure-là qui est répétitive. Nous, comme adultes, parfois, ça nous ennuie, mais pas les enfants. Les enfants, ça les sécurise énormément. Puis ça vient, c'est à ce moment-là où les comportements un petit peu plus crunchy, croustillants, vont souvent s'atténuer, parfois même disparaître quand cette belle constance-là, cette sécurité-là, elle est là. On dirait qu'on peut aller jusqu'au bout du monde après ça. Tout à fait. C'est drôle parce que tu parlais de à quel point les enfants de 4-5 ans nous arrivent à l'état brut. Et j'ai écouté une conférence de Mélanie Bilodeau dernièrement sur l'accompagnement sécurisant des tout-petits. Et puis, elle parlait de la maturation du cerveau en neurosciences cognitives. Je sors les grands mots. Mais ça l'expliquait que pendant les 5 à 7 premières années de vie, le cerveau, il se développe énormément. Et on pensait dans les dernières années que le cerveau était complètement formé autour de 20 ans. Mais finalement, on se rend compte que c'est à 40 ans. Mais tout ça pour dire que le cerveau, c'est long avant qu'il se développe. Et il y a 2 parties du cerveau qui vont rentrer beaucoup en jeu chez les tout-petits. C'est l'amygdale. L'amygdale qui est très développée dès la naissance parce que c'est elle qui va recevoir les dangers, c'est elle qui va détecter des menaces. C'est là, il faut que l'enfant puisse crier s'il a faim, crier s'il a froid. C'est sa façon de survivre. Et que nous, comme adultes, on a notre cortex préfrontal qui est très, très développé, qui, lui, vient rationaliser. Il vient nous aider à réfléchir, à être empathique, à réguler nos émotions. Mais chez le petit, il n'est absolument pas développé. Il est très, très petit et en plus, la connexion avec l'amygdale, ça fait vraiment, vraiment mal. D'où l'importance d'avoir des attentes réalistes. Mon élève, là, qui est en crise, là,
c'est pas parce qu'il est fâché après moi, c'est pas parce qu'il m'aime pas, c'est parce que là, il vit une grande émotion, puis son cortex préfrontal, il est pas capable de le ramener. Il est pas sur le même étage que nous autres. C'est ça qu'elle disait, Mélanie Bilodeau. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc, il faut vraiment voir, bien, c'est pas que nos élèves veulent pas, c'est que nos élèves peuvent pas. Ah, tellement. Puis ça aide à s'autoréguler comme adulte quand on le voit de cette façon-là. C'est ça, il faut le dire à notre cerveau aussi. Mm-hmm. Tu sais, faut y penser que nos enfants sont pas nécessairement prêts à tout ce qu'ils vont vivre dans nos milieux. Il faut les accompagner. C'est pas pour te faire suer, là, tu sais, qu'ils vont avoir ces comportements-là, c'est qu'ils essaient tant bien que mal de s'autoréguler. Puis j'aime ça, Pascal, parce que tu as dit, tu sais, ça m'aide, moi, quand je pense à ça, on dirait que comme adulte, ça m'aide aussi à m'autoréguler. Oui. Ça veut dire que, OK, du haut de tes 40, 45 ans... Avec un cerveau pleinement mature, oui, c'est ça, il faut que je me parle des fois. Donc, Exact. imaginez à 4-5 ans. Tout à fait. Si je peux ajouter qu'à travers toute l'agitation qu'il y a dans une classe de presco, là, c'est intéressant peut-être des fois d'apporter des pauses de décharge motrice. Je ne suis pas un spécialiste au presco, mais j'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. Bien, moi, c'est un petit moment que j'aime prendre avec mes élèves. Quand on apprend à les connaître, on voit qu'ils gigotent, on voit qu'ils sont plus disponibles, bien, c'est facile de se dire « OK, là, les copains, on va bouger ». Moi, j'aime ça les faire bouger. Là, on s'amuse beaucoup avec le dé, on compte, on fait des sauts. En même temps, on fait un peu de motricité globale. Je peux observer mes élèves. Eux, ils aiment ça bouger. Ça leur permet de libérer un petit peu d'énergie et après d'être disponible pour la lecture du conte, par exemple. Ou, si je sais que mes élèves, ils vont gigoter un petit peu, bien, je rends mon histoire interactive. Je vais choisir une histoire en fonction de mes élèves. Là, présentement, sauter, petit lapin. Je l'ai lu à mes passe-partout cette semaine. Julie, c'est son livre préféré. Mais Peut-être pas, mais... on peut partir de n'importe quoi pour faire bouger nos élèves sans nécessairement allumer l'écran. Oui, on a des bons plans B avec l'écran. Moi, j'ouvre presque jamais mon écran. C'est naturel chez nous, là. Mais des fois, on n'a comme pas le choix. Donc, on peut faire bouger nos élèves avec ça, mais on a de l'imagination quand même. Il y a d'autres moyens. En général, oui. Donc, c'est facile de faire bouger les élèves. Sortir un tambour, on peut travailler. On fait des gros pas avec... si on fait un gros coup de tambour, on se déplace. Faire bouger les élèves, c'est important. De toute façon, la motricité globale doit prendre une grande place aussi dans notre enseignement. C'est important de faire bouger. C'est ça, quand on fait ça, on enseigne. Et voilà. Est-ce qu'il faut que ça soit planifié ou ça peut être spontané aussi? Moi, j'aime bien être spontané, mais des fois, si on sait qu'il y a une journée de pluie, on peut se prévoir un petit plan B vite fait, bien fait. Mais moi, c'est très spontané dans mon cas, selon comment les élèves se sentent cette journée-là. Mais puis je pense que c'est effectivement les deux. Tu sais, ça peut être planifié aussi en ce sens où, quand je pense à ma journée, bien, c'est sûr que je vais varier mes moments d'activité un peu plus motrice, où ça bouge plus, puis de moments où ça demande un peu plus de concentration. Tu sais, on fait comme une belle vague, un beau zigzag entre les deux au quotidien, là. Mais de façon spontanée, on lit, tu sais, on le dit, là, l'adulte est toujours en adaptation. On lit nos élèves, on les voit aller, on fait « Oups! » C'était pas prévu tout de suite, cette petite pause motrice-là, mais je pense qu'elle est de mise. Puis des fois, c'est pas le groupe au complet. Des fois, là, mon petit coco, là, hop là, on l'a fait pour lui, finalement, mais tout le monde en bénéficie. Non, mais des fois, c'est juste lui. C'est juste lui. Oui. On a un parcours actif dans le nous faire un spectacle. Tiens, Non? oui, Ben aussi. Ou, aller mener un message à Mme Pascal en haut aussi, tiens. Puis là, sur le post-it, c'est écrit « Merci, il avait besoin de se promener », tu sais. Il fait juste lui faire un beau sourire, puis il revient. Il est heureux, tu sais. Puis lui, ça lui a donné sa petite pause, il a bougé. Tu sais, il y a plein de... Et son sentiment du devoir accompli, Mme Julie, elle m'a fait confiance. Exactement. Elle m'a donné une responsabilité. C'est ça. Ma prochaine question, Julie, c'était justement par rapport à la planification. Comment tu planifies tes activités, tes journées? Comment tu fais ta planification, finalement, au Presco? Bien, en fait, là, la première chose super importante à placer, là, quand tu es vraiment là, toute seule, là, puis tu réfléchis à comment je vais faire mes journées, puis tout ça, c'est de placer les deux, parce que le programme il est très clair. C'est 2 périodes de jeu obligatoires de 45 à 60 minutes consécutives. Puis, tu sais, ce qui se passe au service de garde, ça compte pas, là. Ça, c'est du plus. Moi, comme enseignante, je suis en présence de mes élèves en période de jeu
45 à 60 minutes 2 fois par jour, puis idéalement une à l'extérieur puis une à l'intérieur. Bon, on s'entend que des fois, la dame nature ne nous aide pas beaucoup, mais puis même quand la température n'est pas idéale, ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas, là. Oui. Mais tu vois, ça, je le dis, moi, à mes parents. S'il y a une petite pluie, c'est sûr que je vais dehors prévoyer les habits en conséquence. Bien, absolument. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certains milieux que c'est pas toujours simple de le faire. C'est pour ça que des fois, on essaie le plus possible, mais des fois, c'est pas possible. Il ne faut pas se taper ça à la tête parce que ça n'a pas fonctionné cette journée-là. C'est dans ce sens-là que je le dis. Mais il ne faut pas attendre qu'il fasse 20 degrés, 25 degrés, gros soleil pour sortir dehors parce qu'on s'entend qu'au Québec, on n'ira pas souvent. J'aime beaucoup le fait que tu parles des 45 à 60 minutes consécutives. Puis j'ai parlé avec une enseignante dernièrement que j'accompagnais. C'était sa première expérience au Presco. Puis elle me disait, mais moi, à un moment donné, quand la chicane pogne, là, j'arrête ma période. Je pense que c'est assez. Mais non. C'est là que ça devient super intéressant. Du bon terreau fertile. Exact. C'est là que tu vas aller travailler tes habiletés relationnelles, qu'on va apprendre à gérer des conflits, qu'on va apprendre d'où l'importance de continuer ta période, même si ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est là que tu enseignes. Oui, exactement. Puis, des arrêts d'agir comme ça, c'est important. Sans arrêter la période de jeu, tu fais un arrêt d'agir avec ces élèves-là, tu modélises tes habiletés sociales. Exact. Puis c'est en contexte hyper signifiant, là, tu sais. C'est pas, je suis pas en train d'expliquer au groupe, bonjour les amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut être gentil avec les autres, là. On est les 2 pieds dedans, là. Donc, c'est tellement plus signifiant. Puis nos enfants, bien, c'est ça qu'ils ont besoin. Des contextes signifiants comme ça, c'est comme ça qu'ils apprennent le plus. Puis c'est ça, quand je parlais de prioriser les périodes de jeu, c'est que j'entends des fois aussi me dire, ouais, mais là, j'ai pas le temps d'aller jouer dehors avec tout ce que j'ai à faire. Ouais, c'est parce que tu as regardé ça à l'envers. Tu sais, c'est ça notre priorité, c'est la période de jeu. Puis, tu sais, c'est écrit noir sur blanc dans le programme, là. Fait que c'est pas un choix, là. C'est pas Julie Mascotte qui dit ça aujourd'hui, là. C'est écrit, là, dans notre programme. Donc, une fois que tu as placé ça, bien, après ça, tu rentres ce qui rentre. C'est tout, parce que tu as fait l'essentiel, c'est tes périodes de jeu, tu sais. Puis quand tu rentres ce qui rentre, bien, tu essaies que ce soit le plus possible en contexte signifiant, comme j'ai parlé tantôt, là. Oui. Comme j'ai dit, on est plus près des CPE que du primaire. Puis, il faut se rappeler que notre objectif principal, comme on a dit tantôt, c'est que l'élève ait le goût de venir à l'école. Tout à fait. Alors, regarde tes journées, remets-toi en tête si j'étais un enfant de 4-5 ans, puis que je passe à travers cette journée-là. Est-ce que j'ai le goût de venir à l'école ou j'ai moins le goût? Mais moi, ce que j'aime, c'est quand mes élèves me disent « Ah, mais la journée, elle est déjà finie. » Oui. C'est un beau cadeau, ça. Ça, c'est un beau cadeau. Oui, puis ou qui ne veulent pas quitter, là. Exactement. Ça donne du sens à notre travail. Est-ce qu'il y a autre chose que tu mets en place pour la planification? Bien, en fait, il faut... on parle beaucoup de la zone proximale de développement, là. Tu sais, quand je planifie mes activités ou mes contextes même informels, là. La zone proximale de développement, en fait, ça se situe entre ce que l'enfant est capable de faire de façon autonome puis ce que l'enfant peut faire, mais avec un accompagnement. C'est entre les deux. Okay. Donc, on essaie de... Puis ça, cette zone proximale-là, elle est très différente. Elle peut être très différente d'un enfant à l'autre, mais d'une journée à l'autre aussi, chez le même enfant, ou d'une heure à l'autre. Ah, puis comme adulte aussi, des fois, il y a des journées où est-ce qu'on est plus compétent, plus concentré, puis d'autres moins. Absolument. Tu sais, puis tu peux pas dire, ouais, mais là, j'ai déjà expliqué comment ça qu'il ne sait pas. Parce que c'était hier. Parce que c'était hier, puis c'est parce que là, il est peut-être submergé, puis tu sais, il peut y avoir plein de raisons. Comme tu as dit, Kim, au début, on répète. Donc, à chaque fois que je planifie, c'est de me questionner, là, mes élèves, ils se situent où, là? Elle est où leur zone proximale de développement? Puis encore une fois, ça demande énormément d'adaptation parce que c'est tellement variable d'une fois à l'autre ou d'un enfant à l'autre. Puis, tu as parlé tantôt, Kim, j'ai tellement aimé ça, de dire on respire. Bien, ça, là, se laisser de l'espace. Dans notre journée, là, même quand on écrit dans notre petit cahier de planif, là, il y a se laisser de l'espace vraiment en temps là-dedans, de ne pas surcharger. Parce que des fois, on surcharge en se disant « Ah, je ferai ce que j'ai le temps de faire. » Oui, mais ça te met aussi souvent une pression que tu ne te rends même pas compte. Puis tu peux finir avec un sentiment de culpabilité, finalement, d'avoir pas fait les activités que tu avais prévu faire. Puis être très, très, très essoufflé aussi. Oui. Puis quand tu ne te laisses pas l'espace, tu sais, c'est un exercice que j'ai fait il y a quelques années avec ma classe. Là. Je me suis dit, là, il faut élaguer. Là, ça ne fonctionne pas, il y a trop de choses. Donc, cette année-là, je m'étais donné comme mission qu'à chaque fois que je planifiais quelque chose, je me questionnais. Je le fais pourquoi? Pour qui? Pour quel objectif? Tu sais, bon, une série de questions. Je m'étais créé un filtre là, à travers lequel je passais chacune de mes activités. Puis, c'est incroyable, là, tout ce que j'ai mis de côté. Puis quand je me suis laissé cet espace-là, autant en temps que dans ma tête, que, bon,
bien là, mon petit coco qui, justement, cette journée-là, il file pas, là. Ou mes 15 cocos qui filent pas, là. Bien, j'ai tout l'espace dans ma tête pour les accueillir, puis réagir et intervenir de la bonne façon. Donc, c'est sûr que quand on se submerge, bien, c'est comme nos cocos qui en ont trop, puis que là, ils sont plus capables de se gérer. Bien, comme adultes, il y a aussi cet effet-là sur nous, là. Donc, c'est de prendre le temps puis de se laisser de l'espace. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec les années. Puis c'est important de le faire. Absolument, ça change tout. Ça change tout quand on comprend ça puis qu'on le met réellement en place, là. Parce que c'est exigeant, là, on va se le dire, là. C'est exigeant comme travail, là. Tout travail en enseignement est exigeant. Oui. Au Presco, c'est une demande qui est différente. Oui. Mais si on ne se laisse pas ce temps-là, Faire moins, mais mieux. mais c'est ma phrase que j'utilise toujours. Elle l'a compris. Oui, c'est ça. Julie, un autre aspect qui différencie le préscolaire du primaire, c'est l'évaluation. On ne parle pas de notes ni d'examen. Julie, comment ça fonctionne, l'évaluation préscolaire? Bien, en fait, c'est drôle parce que l'évaluation, c'est même pas le mot qu'on utilise. Oui, on l'utilise parce qu'on se comprend dans notre jargon, là, mais le processus puis la posture dans laquelle on se place, c'est plus d'apprécier le cheminement de l'enfant. C'est beau, c'est positif. Oui, c'est ça. Puis, mais oui, c'est vrai, apprécier, Oui. effectivement, il y a une connotation plus positive, mais c'est de faire le constat de son état de développement. Puis comme on le sait, là, en évaluation, ça sert à deux choses essentiellement. Il y a une façon d'évaluer qui permet de produire le bulletin, parce qu'au préscolaire, on a quand même un bulletin, même si le format est différent. Bien, à ce moment-là, mon mandat, c'est de raconter l'enfant aux parents. C'est pas de miser, de dire « Ah, cet enfant a telle difficulté ». Oui, par la bande, là, c'est là, dans le sens où on raconte l'enfant, donc c'est dans son entièreté. Mais l'objectif, c'est pas de mettre en lumière ses difficultés. C'est vraiment de raconter, il en est où, lui, par rapport à lui. T'sais, ça, c'est super important. Puis ça, c'est autant dans mes observations au quotidien, qui est ma deuxième fonction d'évaluation pour m'adapter, que dans le bulletin que je vais produire, là. Lui, il est où par rapport à lui? Pas par rapport à des attentes de fin de cycle ou des échelles de développement sur lesquelles on pense qu'il devrait être rendu, là. C'est par rapport à où est-ce qu'il était il y a quelques mois. Exactement. Il est arrivé, puis maintenant, il est dans cet état-là, avec ce qu'il était. Puis là, maintenant, il est rendu où? Puis comment il répond à mes interventions aussi? C'est beaucoup ça, parce qu'on met plein de choses en place au quotidien, en contexte informel. Comment il a répondu à toutes ces interventions-là? Est-ce qu'il a progressé de façon constante? Est-ce qu'il a progressé, mais tu sais, il y a encore besoin d'accompagnement. Là, je fais un bémol parce qu'ils ont essentiellement pas mal toujours besoin d'accompagnement, puis ça ne veut pas dire que parce qu'ils ont besoin d'accompagnement qu'ils sont en difficulté, là. Ça, c'est super important de le dire. Mais tu sais, est-ce que sa progression, elle est en dents de scie, elle est constante, elle est rapide, ou malgré tout ce que je mets en place, bien, ça reste vraiment difficile pour cet enfant-là? Tu sais, c'est ça qu'on doit se questionner plutôt que il est où par rapport à des attentes finales. Puis, bien, c'est ça. Quand j'évalue aussi au quotidien, parce qu'en observant, on évalue, là, tu sais. Donc, pour ma posture à moi, pour savoir qu'est-ce que je dois prioriser, quelles sont les interventions universelles que je dois mettre en place, bien, c'est en faisant de l'évaluation formative. Là, j'utilise des mots très, très scolaires, mais au final, ça reste un peu ça, même au préscolaire. Puis j'avais envie de dire aussi, tu sais, dans notre bulletin, légalement, c'est pas obligatoire de mettre des commentaires. Il n'y a qu'un libellé là, qui correspond un peu à nos anciens ABCD. Mais tu sais, on s'entend que l'objectif, c'est de raconter l'enfant aux parents. C'est sûr que cet outil-là n'a pas la même portée si on ne met pas de commentaires. Il n'y a qu'un libellé. Votre enfant progresse bien, votre enfant progresse avec certaines difficultés et ainsi de suite. C'est comme parent, Ben oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tu sais, je sais que légalement, c'est pas obligatoire. Puis je sais que comme enseignante, ça roule, puis on est très occupé. Mais ça reste que cet outil-là est drôlement plus significatif. Si on vient moduler nos commentaires, nos choix de constat avec nos commentaires, là, c'est quand même bien important. Beaucoup plus le parent parlant. va pouvoir aller axer sur ce qui est important à ce moment-là. Absolument, absolument. Puis êtes-vous en prise de trace là, au quotidien avec des grilles que vous avez près, pas trop loin, sur le coin d'un bureau, par exemple, puis là, vous allez prendre des observations de cette manière-là, ou comment ça fonctionne? Il faut écrire beaucoup. J'utilise beaucoup les post-it. Pascal, tu m'as parlé de OneNote. Je vais l'essayer. C'est pour ça. prendre des messages vocaux. Des fois, ça peut aller plus vite. Je pense que ça pourrait être un outil intéressant. Mais moi, j'écris beaucoup. Mais
Puis dans mon tiroir de la mémoire, je mets plein de choses aussi. On utilise des grilles, mais on est tout le temps en observation. C'est ça. J'aime quand l'enseignante du Presco dit « dans mon tiroir de la mémoire » de façon super évidente. J'ouvre mon tiroir de la mémoire et je mets des informations dans mon tiroir. C'est long faire les bulletins. J'aime ça appeler une communication aussi, là, parce que je communique beaucoup d'infos aux parents. Mais comme tu disais, Julie, il ne faut pas juste mettre le constat. Il faut écrire nos observations. Il faut que ça ait du sens pour les parents, ce qui est écrit là. Oui, on les rencontre, les parents, on leur parle, mais ce bulletin-là, il est très important. Il faut aussi prendre le temps. Moi, j'ai l'impression, quand j'écris mon bulletin, là, c'est comme si je tricotais mes élèves. C'est bien dit, ça, Mère. Puis j'aime ça, là, mettre des petits défis, parce que c'est pas une difficulté, ça veut dire que c'est un petit défi pour lui. Il y a des forces, il y a des défis. C'est ça qu'il faut nommer aux parents. Puis c'est drôle parce que quand on fait cet exercice-là comme enseignante aussi, oui, ça devient beaucoup plus parlant pour le parent. Mais moi, comme enseignante, c'est un temps d'arrêt aussi. Exactement. Où je fais, tu sais, c'est pas juste progresse bien ou pas bien, là, mais encore, tu sais. Donc, décortiquer tout ça, de le tricoter vraiment dans le détail, puis après ça, comme enseignante, je suis bien plus en mesure de mettre des interventions efficaces. Tout à fait. Tu vas pouvoir cibler le prochain défi Ben rapidement. Oui, c'est ça. Mais quand nos élèves sont en jeu, on est tout le temps en mode observation. Moi, je suis tout le temps assise au sol avec eux. Je me promène d'une aire de jeu à l'autre. J'observe mes élèves. C'est ça qu'il faut faire au préscolaire pour évaluer. Oui, absolument. Puis, tu sais, oui, j'observe. Puis, des fois, je ne sais même pas ce que j'observe. Là. C'est pas genre, je m'assois, puis là, j'observe telle chose. Des fois, oui. Des fois, je me dis, j'ai tel objectif pour observer. Puis, des fois, il y a un petit événement. C'est pour ça que la prise de photos ou l'enregistrement est grandement aidant parce qu'écrire, à un moment donné, on manque de temps. Oui. Donc, on se trouve des moyens, là, heureusement, OneNote, la technologie. Google Keep, là, je Oui, pense qu'on c'est peut, ça. on peut en parler quelques secondes. T'sais, on peut ouvrir un onglet pour chaque élève. Moi, je le recommande à tous mes mentorés, mais particulièrement à ceux du préscolaire, parce que tu peux prendre des vidéos, tu peux prendre des photos, tu n'as pas besoin d'écrire. C'est long écrire et tu peux te prendre un mémo vocal. Et ça a changé ma vie. Absolument. Parce qu'on devrait donc bien prendre des notes comme enseignante, mais on n'a pas le temps. Donc, de pouvoir glisser rapidement une petite phrase sur nos observations. Quand vient le temps des bulletins, j'ouvre mon onglet, je réécoute tout ça, je me fais une tête et puis après ça, là, c'est plus facile. Puis même avec Google Keep, il traduit à l'écrit ce que tu as dit verbalement. Bon, OneNote aussi, oui. Ah, OneNote aussi, oui. tu vois, je ne le connaissais pas, moi. C'est revenir en salle de classe, là, je l'utiliserais. Mais c'est parfois traduit, spécial, mais tu sais, on peut s'y retrouver. C'est pour nous, là. C'est ça, c'est pour nous. Donc ça, effectivement, ça change la vie. Dites-moi, les filles, quel conseil vous donneriez à un enseignant qui commence au préscolaire puis qui se sent perdu un petit peu? Bien, en fait, j'aurais envie de dire de se faire confiance. On est formé, là, premièrement. Bon, oui, en formation initiale, là, je me permets une petite parenthèse. Là, les cours sur le préscolaire, je pense qu'il y en a 2. Il y en avait un dans mon temps. C'est pas énorme, donc c'est sûr que ça peut être déstabilisant, mais c'est de se faire confiance. On est là, on a des qualités humaines, assurément, qui nous permettent de bien faire notre travail. Exact. Puis d'axer, puis de miser sur le plaisir et la bienveillance. Donc, quand on est là-dedans, là, on ne peut pas se tromper au préscolaire. Non, c'est ça. Oui. Probablement que de façon intuitive, on va travailler des fonctions exécutives, on va Absolument. travailler des domaines, on va travailler des composantes, puis après ça, on viendra ajuster un petit peu avec l'expérience. Bien, c'est ça. Puis pas se mettre de pression. Respirer, pas se mettre de pression. Tu sais, on est bon, là. On T'as est raison. capable. On est bon. Oui. Mais puis il ne faut pas se comparer non plus. Ah, tellement. Ça, là, il faut faire attention. Parce que des fois, ça peut prendre une ampleur. Ah oui, puis les belles classes Pinterest. Mais là. c'est ça, je voulais le dire. Mais encore une fois, moins, mais mieux. Surtout quand on commence comme ça, il ne faut vraiment pas se mettre de pression. Il faut rester calme, il faut rester confiant. Puis tu l'as dit, on est des professionnels et il faut se faire confiance. Et bien s'entourer. Ben oui. Hein? Ben demander de l'aide. Ben oui, Demander de on a l'aide parce qu'on a tous, tu sais, je veux dire... des fois, on regarde nos enseignants d'expérience, puis là, on dirait je me regarde parce que visiblement, je commence à vieillir, puis peut-être que je fais partie des enseignantes Je pense que oui. d'expérience. Mais on regarde, puis on fait « Ah là là, tu sais, jamais je pourrais arriver là. » Mais on a tous... Moi, la première, là, on a tous passé par des moments où on est allé chercher de l'aide, puis on en a eu besoin. Et c'est ça qui nous a formés, puis qui nous a permis d'aller plus loin. Donc, il ne faut pas hésiter. Tu sais, on a un service, on a un programme de mentorat dans notre conseil scolaire, notre centre de service, pardon, qui est vraiment génial. Voir nos directions. Les psychoèdes d'école aussi sont souvent d'une grande aide. L'équipe MM4, là, je vais parler pour ma paroisse, prêcher pour ma paroisse. L'équipe MM4, là, tu sais, vous pouvez nous interpeller, ça va nous faire plaisir. Tout le monde est là pour donner un coup de pouce. Puis je me demandais justement,
à l'exception des ressources humaines, est-ce qu'il y a d'autres ressources où on peut aller piger quand on commence au niveau du préscolaire? Bien, il y en a une pelletée. En fait, Mettons qu'on en cible 3, Oui, quelques-unes. Là. Mais moi, j'aime beaucoup pour la motricité, c'est Josiane Caron-Santa. Effectivement. Elle est vraiment excellente. Elle donne des bonnes idées. Puis des choses qui s'appliquent en classe aussi, là. Elle nous donne des ressources pour les utiliser avec nos élèves, autant 4 ans, 5 ans. Sarah Hamel, il faut lire Le les petit livres bout d'Amérique. Oui. Il faut lire le livre de Sarah Hamel. Puis on n'est même pas obligé de le lire. Il est disponible audio sur la plateforme audio. Là, justement, là, on peut Mais il y l'avoir a quelque gratuitement. chose de chouette aussi dans le livre, dans le sens où le format, comment il est fait visuellement, il est vraiment, vraiment intéressant aussi. Tu sais, oui, là, quand on manque de temps puis qu'on veut l'écouter, mais il y a quelque chose d'intéressant dans le livre papier aussi. Elle dédramatise beaucoup. Vraiment. Son approche est vraiment intéressante. Puis non culpabilisante aussi. Ça, Exact. je trouve ça bien intéressant. Il y a un autre ouvrage aussi que moi, j'ai découvert cet été, « Vivre le jeu à la maternelle » de Brigitte Campbell, qui est une enseignante. Donc, tu sais, elle est sur le terrain. Puis elle, c'est ça. Quand on lit ce livre-là, on comprend l'essence de notre programme au préscolaire qui passe par le jeu. Même, j'ai dit à des enseignantes de première année de le lire. Vous allez comprendre d'où arrivent vos élèves. Tu sais, c'est vraiment parlant. Il faut faire attention, par exemple, avec ces ouvrages-là, c'est que parfois, justement, ça peut nous mettre une pression. Oui. Tu sais, T'as raison. je veux dire, je lisais ce livre-là, moi, puis je me suis dit, là, j'ai des croûtes à manger, tu sais, mais... On va en chercher un petit peu. Exact. Puis on le relit dans 2 ans. Puis c'est un pas de On en plus. cherche encore plus. Oui, c'est ça. Exact. C'est un pas de plus. Puis c'est ce qui était... Tu sais, ce que tu mets en place, c'est déjà ça, là. Tu sais, Oui. c'est super, là. Un immense merci à vous deux, Julie et Kim, d'avoir partagé votre passion avec nous. On l'a vraiment senti dans chacune de vos paroles, dans vos yeux. Nos auditeurs ne vous voient pas, mais moi, je vois vos yeux briller. C'est beau. C'est fascinant là, de voir à quel point le préscolaire, c'est un univers qui est unique et qui est très, très essentiel dans le parcours éducatif des enfants. Oui, c'est vrai que c'est unique, Pascal, le préscolaire. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est pas un simple préambule au primaire. C'est un monde d'apprentissage en soi. Puis sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'Après la cloche.